Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Ludovic Herman Wanda. En France, la hiérarchie sociale, ce n'est pas une hiérarchie économique. C'est plutôt une hiérarchie linguistique, avec d'un côté ceux qui savent vous voyez, qui possèdent donc les codes de la politesse, les codes de la délicatesse, de la diplomatie, et ceux qui ne les possèdent pas, à qui on ne l'a pas transmis. C'est un personnage surprenant que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Issu de l'aristocratie camerounaise, élevé en banlieue parisienne par sa mère, Ludovic Herman Wanda n'a que 20 ans lorsqu'il est incarcéré à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Derrière les barreaux, le jeune homme va changer de vie grâce à la littérature. Après avoir repris ses études, il décide d'enseigner le français à sa manière, persuadé que la maîtrise de la langue de Molière est facteur d'inclusion ou d'exclusion par-delà le milieu social. Après avoir raconté son parcours dans Prison, Ludovic Herman Wanda vient de publier Balance ta haine aux éditions de l'Antilope, un roman qui épingle les préjugés qui gangrènent notre société dans un style à la fois cru et érudit. De la violence des jeunes aux mots du rap français, cet autoproclamé Black Dandy a des choses à dire. Écoutez. Ludovic Herman Wanda, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois vous appeler Ludovic ou Black Dandy? Ludovic Herman. Ludovic Herman, oui. Ouais. Black Dandy, c'est un surnom, c'est un pseudo? C'est à la fois un surnom que l'on m'a attribué et en même temps une marque un petit peu identitaire, puisque je me réclame du dandysme. Je considère que la République et plus largement le vivre ensemble ne peut atteindre son sommet que placé sous le signe de la beauté, étant donné que le beau plaît immédiatement en dehors de tout intérêt, comme disait Kant. Et à cet égard, la beauté, moi je l'utilise comme vraiment un outil de créativité et de construction de la joie collective, aussi bien personnelle que collective. Ouais. Votre parcours d'écrivain, il commence en prison avec un livre qui s'appelle Prison. De la beauté à l'époque, il n'y en a pas beaucoup dans votre vie. Qu'est-ce qui vous amène en prison? Alors, ce qui m'amène en prison, c'est d'un côté la nécessité, d'une certaine façon, la nécessité économique. Faute de moyens, j'avais estimé que ma place ne se trouvait pas au McDonald's ou à Rungis, et que par conséquent, la seule option qu'il me restait à portée de main, c'était celle du trafic notamment d'herbe. Et de l'autre côté, il y avait aussi cet esprit de facilité qui est propre à beaucoup de jeunes de banlieue, où finalement on vit dans une banalisation du deal. On n'en mesure pas d'un côté les conséquences, mais surtout on n'en mesure pas l'enfermement psychologique, étant donné, et c'est ce que j'explique dans Prison, que ça devient très vite une maladie que de devenir dealer. On peine, c'est aussi facile d'y rentrer que difficile d'en sortir, puisqu'on rentre dans un cycle vraiment où on engrange une quantité relativement considérable, je veux dire à l'échelle de la société d'argent, tant et si bien que quand on en sort, il suffit une journée ou 2 journées qui passent sans qu'un seul billet ne rentre dans notre poche pour que ça nous plonge dans une espèce d'angoisse, et du coup on a tendance à retomber dans ce cycle-là. Et moi, il a fallu vraiment le passage par la case prison pour que j'ouvre les yeux et que je dise adieu de façon définitive au trafic, mais surtout que je découvre que la vraie richesse ne se trouve pas dans les poches, mais plutôt dans la tête, via notamment la lecture. Les mots, les livres, la lecture, ça faisait malgré tout déjà un peu partie de votre vie. Vous aviez une 20aine d'années quand vous êtes allé en prison, mais 20 ans. Vous aviez été scolarisé. Vous n'êtes pas forcément d'un milieu totalement défavorisé. Les livres existaient dans votre vie déjà à l'époque, non? Alors, en toute sincérité, non. Non. La particularité de mon déterminisme social, si je dois reprendre un terme à la Bourdieu, c'est que je suis issu d'une aristocratie camerounaise, effectivement. Sauf que de l'autre côté, j'ai grandi justement loin de tout château, de tout lustre, de tout caviar en banlieue parisienne. Avec votre maman?
Ma maman voyageait beaucoup, donc elle m'a laissé entre les mains d'une tante à Vigneux. Et pourquoi il y a ce décalage entre mon appartenance sociale et mon conditionnement? C'est tout simplement que pour ma mère, surtout à cette époque-là, les Champs-Élysées ou la banlieue française, ça restait la France. Et que dans son imaginaire d'africaine, la France, ça reste la grande France, la riche France. Et du coup, elle ne voyait pas vraiment pour elle, la banlieue parisienne, ça avait rien de péjoratif. Et hélas, moi j'ai vécu l'envers du décor. J'ai vécu à l'ombre de la Tour Eiffel, au milieu des cafards, des courses-poursuites, et surtout, et c'est ce que je décris bien dans Prison, et un peu dans Balance la haine, surtout l'identité ghetto, ce qu'on appelle publiquement la Kaira attitude. Tant et si bien que, pour revenir à votre question, non, les livres, ils existent en banlieue, dans les bibliothèques, et c'est aussi ce que j'essaye ce sur quoi j'essaie de mettre l'accent, c'est que la France est riche à ce titre, c'est que, y compris dans les zones les plus reculées, ce qu'on appelle les zones de non-droit, il y a quand même des oasis, des richesses infinies à travers les bibliothèques. L'ennui, c'est que les jeunes n'en ont pas conscience. Souvent, ils sont enfermés dans ce que des sociologues appellent la galère, c'est-à-dire un sentiment de mort vivante. On est écrasé par un ennui sans nom, l'ennui étant un des visages de la mort, sans savoir qu'on peut facilement s'en échapper par le biais de la lecture. Mais comme on a dans la tête uniquement des images émanant de la télévision, où vivre, c'est faire du jet ski, c'est voyager, c'est conduire une grosse voiture, eh bien, on se tient à l'écart du vrai bonheur qui pourtant nous tend les bras. Donc les livres et la lecture ne faisaient absolument pas partie de mon quotidien. À l'école, comme vous le savez, surtout en banlieue, l'école à double vitesse, on s'assoit, on prend note. Si on a certaines aptitudes, finalement, sans trop réviser, c'était un peu mon cas, on arrive à décrocher des bonnes notes, et on peut très rapidement, on peut décrocher le baccalauréat scientifique, comme c'était mon cas, sans avoir lu un seul ouvrage de Victor Hugo ni de Balzac. Et c'est pour cette raison que c'est ce paradoxe-là que j'incarnais. C'est-à-dire que j'ai été détenteur d'un baccalauréat scientifique sans avoir lu Les Misérables. Et c'est en prison que j'ai vraiment ouvert les yeux sur ce à côté de quoi j'étais passé jusque-là. C'est-à-dire qu'en définitive, je n'étais qu'une pâle copie d'un étudiant. Que le vrai étudiant, ça passe, en tout cas à mes yeux, et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, ça passe d'abord et avant tout par le goût de la lecture. Le goût de la liberté, c'est le goût de la lecture. En prison, il y a un livre qui vous met le pied à l'étrier, en particulier? Alors, je dirais qu'il y a eu 2 livres. Il y a eu d'abord L'Alchimiste, de Paolo Coelho, que l'on ne présente plus, qui est un petit peu, de façon vulgarisante, de la quête de soi. Oui. Bon, pardon, c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il fait le tour du monde pour finalement s'apercevoir qu'il est ce qu'il était déjà au pied de son chevet. Donc, c'est un peu l'Odyssée d'Ulysse, d'une certaine façon. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et à côté, la biographie sur Nietzsche de Stefan Zweig, une courte biographie magnifiquement écrite, évidemment pour ceux qui connaissent Stefan Zweig savent de quoi je parle, et à travers laquelle j'ai découvert la phrase, l'une des plus célèbres de Nietzsche, non pas Dieu est mort, celle-ci on peut en discuter, je la bannis, mais plutôt ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et dans le contexte qui était le mien, j'ai voulu défier cette phrase, étant donné que nous étions en pleine canicule, et que j'ai pris cette phrase en guise, comme je l'ai dit, de défi. Et comment ça s'est traduit? Par un footing, une succession de footings que j'ai effectué sous les yeux, sous les morsures mortifères du soleil. Et réussissant mon challenge, mon défi, ça m'a conforté de manière définitive sur, entre guillemets, ma force intérieure et sur ce que ça implique en termes de responsabilité, notamment sur le plan, sur le plan social, sur le plan de la transmission. Donc j'ai découvert que j'étais un lion à ce moment-là, et j'essaye aujourd'hui de dépenser mon énergie à non plus maintenant me plaindre des aléas, des embûches qui peuvent se trouver sur mon chemin, mais bien au contraire, à les transformer en tremplin et à essayer aussi d'insuffler, de libérer un maximum de personnes, à commencer par les jeunes, à les libérer d'une des prisons dévastatrices qui existe, à savoir le pessimisme, à savoir la lamentation. Comme je ne cesse de le répéter, en France, il y a du racisme, mais en France, il n'y a pas que du racisme. Il y a également bon nombre d'opportunités. Quand on est un afro,
un afro-descendant, comme on l'appelle, il est préférable de vivre en France que de vivre au Liban, que de vivre en Arabie Saoudite, que de vivre en Libye. Et ça, on ne le dit jamais assez. Il ne s'agit pas d'oublier ce que les De Gaulle et Focard, où on remonte un peu plus loin, ont pu faire subir à certains de mes ancêtres. Loin de là, je ne suis pas dans l'oubli, je suis plutôt dans la résilience. Cette résilience au service de l'avenir, au service de l'excellence et du fait de prendre son destin en main en dépit des difficultés. Et en France, c'est possible. Lire, c'est une chose, écrire, c'en est une autre. Quand vous êtes à Fleury-Mérogis, vous vous dites, quand je vais sortir, je veux devenir romancier. Comment ça se passe ? Alors, moi, je suis très attaché à la gratitude. Vraiment, pour me comprendre, il faut comprendre que la gratitude est au cœur de mon rapport aux autres. Et pour vous parler de l'écriture, je dois rendre hommage à un de mes amis d'enfance, qui l'est toujours, Dieu merci, un certain Amarassi, qui est devenu basketteur professionnel. Et c'est, entre guillemets, c'est lui qui a été l'étincelle de ma vocation, puisque sachez qu'il m'a, à travers une correspondance que j'entretenais avec lui, il m'a envoyé un courrier, alors que j'étais à Fleury-Mérogis, dans lequel il me faisait savoir que une de ses amies qui poursuivait des études de lettres lui a dit, après avoir lu un de mes courriers, que je devais écrire des livres. Et étant donné que j'étais à ce moment-là en plein questionnement identitaire, j'étais plus dealer, mais qu'est-ce que j'étais ? C'était encore le flou total. Eh bien, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais explorer. Je me suis laissé aller, je me dis, l'expérience étant la mère de la science, je vais expérimenter. Et voilà comment j'ai enfourché comme ça cette nouvelle vocation, encore à l'étape embryonnaire. J'ai rédigé un petit courrier à l'adresse d'une des surveillantes en guise de test, pour voir si vraiment mes mots parvenaient à dépasser, à franchir ce mur qui séparait le milieu carcéral en tant que tel des surveillants. Et ça a fait mouche. Et de là, pour moi, j'ai vu un signe dans ma lecture mystique de mon existence, de ma vocation. Et ce signe qui, ensuite, m'a accompagné à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'à peine 4 ans après ma libération, j'ai publié un premier ouvrage, un essai, intitulé « Les flammes de la révolte ». Et du coup, ça a enfoncé le clou de manière définitive de ma vocation. Mais j'étais encore loin d'être, bien qu'il y ait encore du chemin, d'être l'écrivain un tant soit peu aguerri que je crois être devenu. Alors, il y a je ne sais pas si on peut appeler ça un concept, mais une expression que vous reprenez dans vos livres qui est très intéressante. Vous parlez du mur de Molière. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous écoutent ce que c'est pour vous le mur de Molière ? Alors, merci de me poser cette question. À mon sens, c'est la question la plus fondamentale autour de mon œuvre. Enfin, l'une des 2 questions les plus fondamentales. J'estime que, même pas j'estime, il suffit d'observer des études sociologiques. Je pense à Bourdieu, je pense à celle de Basil Bernstein, qui nous explique très bien qu'en France, la hiérarchie sociale, ce n'est pas une hiérarchie économique, c'est plutôt une hiérarchie linguistique. Comme on le sait, il existe en France 3 registres de langage familier, langage courant, langage soutenu, mais qui peuvent se résumer en quelque sorte en 2 registres de langage, avec d'un côté ceux qui savent vous voyer, qui possèdent donc les codes de la politesse, les codes de la délicatesse, de la diplomatie, et ceux qui ne les possèdent pas, à qui on ne l'a pas transmis. Et quand je dis ça, j'accuse personne, je ne fais que reprendre, on va dire, le diagnostic dressé dans les années 40 déjà par le ministre de l'Éducation de l'époque, qui expliquait qu'en France, à l'école, on apprend à lire, écrire, raconter, mais pas à parler. Or, c'est en parlant qu'on apprend à se défendre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi fondamental. Voilà, et c'est tellement vrai qu'un certain sociolinguiste, aujourd'hui, je pense que c'est Philippe Blanchet, a trouvé le terme qui explique très bien, qui donne, on va dire, une conceptualisation scientifique au mur de Molière, à savoir la glottophobie. Donc, pour le dire autrement, la France aujourd'hui est séparée en 2, comme jadis l'Allemagne l'était, via le mur de Berlin. Aujourd'hui, en France, c'est le mur de Molière. Avec d'un côté ceux qui ne parlent pas la langue française et qui, par conséquent, non seulement ne parlent pas la langue française, mais ne peuvent pas, et c'est là où tout le bas blesse, et je pense en particulier aux jeunes issus de l'immigration dont je fais partie, ne peuvent pas se maîtriser. Quand on évoque souvent la violence des quartiers qui sévit jour après jour, aujourd'hui ça fait l'actualité, mais ça fait notre actualité en banlieue depuis 40 ans. Chaque jour, chaque semaine, la guerre des cités. Eh bien, il faut savoir que derrière cette guerre des cités, il y a d'abord un handicap verbal. Les jeunes ne savent pas maîtriser leurs nerfs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas maîtriser leurs mots. Ils n'ont pas les mots. Quand on n'a pas les mots, on le sait, tous les parents savent quand on a des enfants, que ce qui fait la différence entre un enfant ou un ado ou un jeune adulte, c'est tout simplement l'apprentissage du verbe. Enfant, ça veut dire infant, sans la parole. Autrement dit, devenir adulte, c'est acquérir la parole. Et en France, beaucoup ne maîtrisent pas le verbe.
Donc, c'est le mur de Molière. Et de l'autre côté, il y a ceux qui le maîtrisent, qui peuvent passer le baccalauréat général, qui peuvent exploiter leur talent en faisant des études supérieures, qui peuvent maîtriser leur nerf, qui peuvent entretenir des relations amoureuses. Ça aussi, c'est fondamental. Durable. Un mariage heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Or, quand on n'a pas le verbe, finalement, la femme, on l'a réduit à quoi? Et ça, je l'explique bien dans Balance ta haine. On l'a réduit finalement à un corps. Surtout quand, après, on a la tête imbibée de YouPorn, de la pornographie, l'hypersexualisation de la société. C'est aussi ça. C'est l'appauvrissement, hélas, entretenu du verbe. Et étant donné que les figures de proue aujourd'hui, les ambassadeurs de la banlieue, que sont les rappeurs, ne font que mettre en avant, vanter cette absence de verbe par le recours au matériel, à l'argent, bien les jeunes, pour eux, le verbe, c'est pas leur domaine. Il faut laisser ça au mieux aux demoiselles, mais en tous les cas, ils doivent s'en tenir à distance. Alors, je vous coupe, Ludovic. Les rappeurs, ils manient le verbe, ils manient les mots aussi. Je sais que, par exemple, Booba, c'est quelqu'un dont vous appréciez l'écriture, non? C'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Maintenant, il faut savoir ce dont on parle. Un rappeur, c'est un poète. Un poète des temps modernes. Booba, Lino, Mehdi, Nino, Niro et tant d'autres sont véritablement des génies des temps modernes. C'est des Baudelaire, des Verlaine avec des casquettes baissées, comme je les appelle. La seule différence entre un poète et un romancier ou un poète et un individu qui maîtrise le verbe, ça s'appelle la syntaxe. La maîtrise des conjonctions de coordination, de la structure des phrases. Qu'est-ce que la syntaxe? C'est ce qui vraiment permet de non seulement structurer des phrases et structurer sa pensée. Ce qui veut dire que sans la syntaxe, on ne peut pas entretenir des longues conversations. Et la meilleure des preuves pour comprendre ce que je veux dire, il suffit de prendre des interviews de ces rappeurs. Quand on n'a pas écouté, quand on n'a pas l'oreille plongée dans leur texte, dans leur punchline, dans leur métaphore intergalactique, si on se contente d'écouter leur discours dans les interviews, on peut considérer qu'ils ont trois neurones. Pourquoi? Parce quand ils donnent des interviews. Je précise, quand ils acceptent de donner des interviews, parce qu'ils se sentent humiliés, parce qu'eux-mêmes, quand ils s'écoutent, ils mesurent à quel point il y a un décalage entre leur verbe et le reste de la société. Ce que vous dites, c'est qu'ils savent écrire, mais ils ne savent pas parler. Non, pas ils savent écrire de la poésie. Ouais. Mais ils ne pourraient pas, par exemple, écrire des ouvrages, des livres. Parce qu'un livre, ça réclame de la maîtrise de la syntaxe. J'insiste sur ce terme, la grammaire. La grammaire, c'est le trésor de l'élite française. C'est ce qu'on enseigne, en particulier, notamment dans les classes hippocagne-cagne, c'est-à-dire réservé à 2% des élèves. La grammaire, c'est quand on n'a pas les parents qui ont lu Proust, Balzac, Rousseau, Chateaubriand à la maison, qui nous la transmettent de manière naturelle, on ne la maîtrise pas. Donc, dans les faits, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les conjonctions de coordination. Juste les conjonctions de coordination. Méhoudon, Cornicart. À l'école, on nous l'apprend en 15 secondes. Oui, notez Méhoudon, Cornicart, c'est fini. L'ennui, c'est que, ne serait-ce que par exemple la conjonction mais, qui est la conjonction de la nuance, qui est la conjonction donc qui permet de débattre sans s'opposer, frontalement, donc contourner l'ego. Cette conjonction-là, il existe combien de façons de la dire, le synonyme, à votre avis? Je me souviens pas. Une quinzaine. Une quinzaine. Néanmoins, toutefois, ceci étant, il n'en demeure pas moins. Il n'empêche que, pour autant, en dépit de bien tenter. Vous voyez, il y a tellement de synonymes quand on ne les maîtrise pas. Quand on ne les maîtrise pas, qu'est-ce qui se passe? De un, on n'a pas envie de parler, parce que personne apprécie se répéter. L'avantage des synonymes, c'est qu'on déploie notre créativité, on déploie notre liberté. On n'a pas envie de se répéter. Quand on n'a pas envie de se répéter, finalement, nos phrases sont courtes. Quand les phrases sont courtes, nos avis sont forcément tranchés, manquant de nuances. Quand les avis sont tranchés, ils ouvrent la porte à des conflits. Donc c'est aussi mécanique que ça paraît évident, mais dans les faits, c'est dévastateur. Voilà pourquoi moi, mon rôle aujourd'hui ne se contente pas à remplir des ouvrages et à bomber le torse en tant qu'écrivain en étant fier d'être un héritier de Fanon ou Laboutancy, mais c'est aussi et surtout de transmettre le verbe à travers ma deuxième casquette de formateur en maîtrise du verbe. Expliquez-moi alors un peu cette deuxième casquette. À quel public vous vous adressez? De quelle manière? Est-ce qu'il y a une méthode Black Dandy pour faire comprendre tout ça? Il y a plus qu'une méthode, oui. Il y a une méthode, une solution qui se veut révolutionnaire. Pardonnez-moi d'utiliser ce mot, mais je l'utilise à dessein. Le public, il est triple, parce qu'il y a 3 leviers dans ma méthode. Le LMI, langage minimum d'insertion. Le LMC, langage minimum de civilité. Le LME, langage minimum d'excellence. Le LMI, ça permet à tous les jeunes de se libérer du wesh wesh, t'as vu, t'as capté, pour la faire courte. Ça passe par la transmission des conjonctions de coordination, ainsi que des expressions idiomatiques et des verbes de modalité. Comment dire je veux de 15 façons différentes, comment dire je pense de 20 façons différentes, ce qui leur permet d'être un minimum à l'aise. Et les expressions idiomatiques, c'est l'ADN d'une langue. On en parle peu, mais c'est extrêmement fondamental. C'est la matière première des journalistes. Bon, le LMC, c'est ce qui permet cette fois-ci d'être à l'aise en société. Donc ça passe par la communication non violente et la maîtrise du langage affectif, qui n'est pas négligeable, le langage affectif. Pour exprimer mieux ses idées ou ses actions, il faut être capable de décrypter ses propres émotions qui nous travaillent. Or, là aussi, quand on n'a pas baigné dans la poésie à outrance ou dans la littérature, on a du mal à les utiliser. On n'utilise que des mots assez pauvres sur le plan de l'affect. Donc ça, c'est le LMC.
Le troisième, le langage minimum d'excellence, cette fois-ci, c'est la diplomatie, c'est la maîtrise de l'ironie, de la litote, de tout ce qui fait la subtilité du langage soutenu avec des adages, des règles d'or de la pensée. Donc le public, ça va aussi bien d'un jeune de cité qui veut s'insérer, à qui on n'a pas forcément donné les codes, et à la maison, il parle Wolof, Soninké, arabe, tout ce que vous voulez, sauf la langue française châtiée, à un entrepreneur, un gestionnaire de patrimoine qui est amené à être confronté à une population, à une clientèle de luxe du 16e arrondissement de Neuilly-sur-Seine, et face à laquelle il ne pourra pas juste dire, par exemple, si on lui demande s'il veut un café, et dire oui, il pourra dire je ne vous fais pas dire, plutôt 2 fois qu'une, avec plaisir, avec volontiers. Enfin, vous voyez, toutes ces petites subtilités, mais qui identifient, parce que la langue, c'est une affaire de code. Et les codes, à chaque degré de la langue, sont indispensables pour être acceptés, c'est pour rentrer dans ce qu'on appelle l'entre-soi. Donc vraiment, moi, je le vérifie tous les jours, j'ai des témoignages, ma méthode, et en 6 mois, je révolutionne, je change la manière de penser d'un individu et donc sa manière d'être au monde. Vous intervenez dans des écoles, dans des associations? Comment ça se passe exactement? Alors, j'interviens aussi bien dans des centres de formation qu'en individuel au sein des entreprises. J'ai eu la chance aussi d'intervenir dans des établissements pénitentiaires, en prison, notamment à Nanterre, où j'ai pu, là aussi, mesurer l'efficacité foudroyante de ma méthodologie, qui passe essentiellement par la transmission orale, parce qu'il faut savoir qu'en l'espace de 12 ans, j'ai vraiment pris la langue française et je l'ai décortiquée en catégories. J'en ai fait une forme de dictionnaire qui m'est bien spécifique, mais qui permet, étape par étape, de transmettre le contenu de la langue, comme je dis, tournure de phrase par tournure de phrase, expression par expression. Maintenant, la seule condition pour réussir à se l'approprier, évidemment, c'est de réviser. C'est d'être déterminé au quotidien, à labourer son inconscient, parce que c'est de ça dont il s'agit, de sorte que on se libère des anciennes habitudes linguistiques pour se plonger dans un nouveau soi verbal. Donc vraiment, j'interviens à tous les niveaux. Je peux intervenir dans une cave au fin fond du 9-3, comme je peux intervenir dans un appartement guindé en face de l'Élysée. Parce qu'en fait, on a tous besoin. Voilà, vous savoir parler. Vous avez tout compris, de savoir bien parler. Et Dieu sait que la langue française est combien complexe. C'est pas un hasard si l'aristocratie européenne, pendant des siècles, parlait le français avant de parler les différentes langues. C'est parce que la langue française, c'est vraiment le château de Versailles identitaire par excellence. Parlez-moi de Ballenstain. C'est le prolongement de prison, c'est un projet quand même, c'est à la fois le prolongement et un projet un peu différent, moi, il me semble, dans la forme. Ça se résume peut-être dans le titre. Expliquez-moi un peu le concept, on va dire, de Ballenstain. Sacré concept, comme vous l'avez dit, c'est un concept. Alors le titre, Ballenstain, fait écho, je pense que c'est une surprise pour personne, à Balance ton port. Balance ton port, qui est le hashtag qui a déclenché un renversement révolutionnaire néo-féministe, comme on le dirait, visant à dénoncer le harcèlement ou le comportement plus global des hommes, d'abord des hommes de pouvoir, mais des hommes tout court, à l'égard de la gente féminine. Donc, quelque part, c'est faire tomber le masque de la culture du viol, qui se manifeste aussi bien par le harcèlement de rue que par des abus de pouvoir au sein des entreprises du CAC 40. Et à travers mon ouvrage, j'ai fait comprendre que précisément, finalement, derrière n'importe quel homme, du gentleman à un Weinstein, se cache un porc. Du fait du conditionnement culturel. Alors, je suis pas le premier à le dire, hein. Je pense à l'ouvrage très, très riche et très juteux d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, qui explique très bien comment s'est construit cette société, ce rapport à la femme et également ce rapport à l'homme fondé sur la virilité. Donc ça, c'est on va dire le cadre théorique. Maintenant, dans le récit, c'est l'histoire d'un Don Juan, d'une certaine façon, qui à la fois se veut intellectuel, qui voue un culte au verbe, qui essaie de transmettre, donc c'est la suite de Prison à cet égard, qui essaie de transmettre la renaissance par le verbe et par extension par le beau et la réflexion et la pensée complexe sur fond talmudiste, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, finalement, ce Don Juan qui pensait œuvrer pour la reconstruction du monde et la réparation de l'homme, s'avère être, d'une certaine façon, un diable. Un diable, pourquoi ? Parce qu'il entretient avec les femmes un rapport, on va dire, purement physique. Et c'est dans Ballenstain, je mets même sur la table la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce qu'on aime l'autre pour ce qu'elle est ou pour ce qu'il nous apporte ? En définitive, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour s'il s'agit uniquement d'aimer des courbes et en retour, finalement, le rapport des femmes aux hommes, est-ce que c'est un rapport, aujourd'hui, j'entends, justement, dans ce cadre militant, est-ce que c'est un cadre sain ou alors c'est un cadre castrateur ? Parce que beaucoup d'hommes parlent de castration de la société, des virilisations. Donc, c'est toutes ces questions que je mets en scène sans prendre parti. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre et j'essaye de faire comprendre que
Quand Hannah Arendt, pour expliquer à quel point, comment l'élaboration, la solution finale a pu être mise en place à l'échelle d'une nation aussi lumineuse que l'Allemagne, elle parle de banalisation du mal. Moi, je prends un pas de côté en expliquant que non, parce que parler de mal, c'est déjà poser un jugement. Or, celui qui en est l'acteur, il ne pense pas agir mal. C'est ça la difficulté de mon propos. Je suis pas en train de justifier, j'essaie d'expliquer. Celui qui est à l'intérieur d'une mécanique comme ça de destruction, il pense agir pour son bien. Il pense être soit dans une logique d'instinct de survie, de se protéger, soit dans une logique de domination. C'est je domine donc je suis. Mais dans les deux cas de figure, en aucun cas, il pense faire le mal. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'en somme, c'est la banalisation de la haine qui se manifeste par un envie de dominer. Donc quand on est un homme, on veut dominer un autre homme. Ou quand on est un homme, on veut dominer une femme. Enfin voilà, cette banalisation de la haine qui donne lieu à des conflits en permanence, au quotidien, des micro-conflits, ça va dans les transports en commun, en entreprise, sur les réseaux sociaux en particulier, d'ailleurs d'où le nom des haters. Bref, à tous les niveaux, y compris au sein des couples, par encore une fois, des micro-détails, mais qui donnent lieu, et c'est aussi la complexité de l'amour, qui donne lieu à la fin à des explosions. Parce que finalement, la haine, c'est pas toujours l'opposé de l'amour. Parfois, la haine, c'est l'enfant de l'amour. Je t'ai trop aimé pour ne pas te haïr, comme disait Andromaque. Donc, le balance la haine, c'est à cet égard que c'est un concept, comme vous l'avez dit, et je vous en remercie, c'est que c'est une plongée dans la mentalité d'un Don Juan, mais pas que. C'est aussi une plongée dans le contexte actuel. On se souvient que Gérard Collomb, ancien ministre ministre de l'Intérieur, qui au moment de partir a fait comprendre qu'aujourd'hui il y avait des France qui vivaient côte à côte et bientôt elles seront face à face. Donc cette haine-là, elle monte, où chacun se renvoie à la responsabilité, où personne n'accepte de comprendre sa part de responsabilité. Or c'est toujours pareil. Dans un conflit, on a toujours une co-responsabilité. Dès lors qu'on refuse sa propre responsabilité, c'est non seulement le mur de Molière se solidifie, mais il est compensé par un mur d'Hitler. Et le mur d'Hitler, c'est le point de départ des guerres civiles en interne. Parce que l'autre, c'est le diable, c'est forcément l'enfer, c'est les autres, mais l'autre, c'est le diable. L'autre veut me tuer, l'autre me veut du mal, moi je suis le bien, maintenant je dois me protéger parce que je dois vivre, et l'autre doit mourir, et ça donne ce que ça donne. Donc balance ta haine, c'est un peu ça. En ce moment, on est en plein balance ta haine. Le jour où on se voit, Ludovic, toute la France parle de l'affaire Alisha, une jeune fille de 14 ans tabassée et jetée à la Seine par deux enfants de 15 ans. On ne connaît pas tous les détails de l'histoire, mais c'est cette jeunesse aujourd'hui, et ça fait suite à plein de faits divers, de batailles entre jeunes qui fassent partie de bandes ou pas de bandes. D'ailleurs, le point commun, c'est qu'ils ont tous 13, 14, 15 ans. C'est la haine qui est à l'œuvre à chaque fois. C'est la haine qui est à l'œuvre, mais qui est vécue, c'est pour ça que je reprécise, comme une force. C'est toute la problématique. Ouais. C'est que si on écoute les textes d'un certain nombre de rappeurs, et j'en parle dans Balance ta haine, la haine est vécue comme un moteur. Réellement, la haine que je transporte est insoignable, comme disait Booba, ou d'autres. Mon carburant, c'est la haine. C'est pas juste un moyen, c'est un carburant. Non, c'est un carburant. Pourquoi ? Quand nos parents... Alors, c'est pas du misérabilisme, mais j'explique juste le contexte psychologique, sociologique. Quand nos parents sont femmes de ménage, sont au chômage, sont descendants ou d'anciens colonisés, donc dans une position de dominée, sociale, culturelle, entre guillemets, raciale. Quand on vit dans un HLM, et qu'on le sait quand on emprunte les RER, on le sait quand on va à Paris, on bave devant des vitrines en regardant nos poches vides. Donc, quand on est dominé sur tout ce point-là, le seul moment où on se sent fort, c'est hélas, c'est qu'on a recours à la violence. C'est-à-dire que la violence en banlieue n'est pas l'ultime recours comme ça peut arriver à tout le monde en cas de panique absolue. Non, c'est le moment où on existe. Et cette violence-là, c'est ce qu'on appelle l'hypervirilité. Donc je reviens à Olivia Gazalé. C'est vraiment l'hypervirilité, on bombe le torse. La violence est perçue comme une arme de conquête. Et l'ennui, c'est pour ça que finalement c'est quand même le reflet du mal, mais quand on est de l'extérieur, un peu plus de hauteur et de maturité, c'est qu'elle donne lieu à l'autodestruction. C'est que finalement, cette haine-là se traduit par des broutilles, un regard de travers, une dispute, on s'emporte, on existe par les représailles. Oh, je vais te faire une dinguerie, je suis un ouf, je suis un gueudin, tu vas voir, comment ça tu me parles comme ça, tu me parles pas comme ça moi. Être fou, péter les plombs, c'est être honorable, être respecté. C'est être son propre Léviathan, pour parler comme Thomas Hobbes. Donc, ouais, t'es un gueudin, tu crois quoi ? Et ça donne lieu à des drames.
C'est-à-dire que tous les drames qui ont lieu ne se font jamais avec un sang-froid. C'est pas des gens qui jouent à la marelle et qui d'un coup... Non, c'est quand le mouvement de groupe, la folie du ghetto, l'identité, la carrière-attitude prend le dessus, donc le diable du ghetto disant « Vas-y, fous-le, nique-le, défonce-le, c'est un fils de pute, tu crois quoi ?» s'empare de toi, tu passes à l'acte sans réfléchir. Au moment où tu réfléchis, tu ouvres les yeux, c'est trop tard. C'est quand tu es en cellule, c'est quand tu as les menottes, c'est quand tu es face à la famille des victimes, et c'est là que tu te prends les mains tu prends la tête dans les mains et tu dis ma vie est foutue. Mais là, c'est trop tard. Et pour moi, le point de départ, il y a de un, l'influence du gangsta rap. Donc moi, paradoxalement, je salue les génies que représentent certains gangsta rappeurs, Booba, Karis, Nino, je l'ai dit. Mais de l'autre côté, je condamne le gangsta rap en tant qu'activité culturelle, puisque c'est un poison mental, dans la mesure où il banalise dans la tête des jeunes la haine. Quand vous voyez des clips, je prends Niska, quand vous voyez des clips où il se balade avec un cadavre sur l'épaule, en étant fièrement, ça ne peut pas être anodin. On ne peut pas placer ça uniquement sous l'angle de l'art. C'est pas possible. Et la preuve en est, tous ces artistes-là refusent, on leur a posé la question, refusent de faire écouter leur musique à leurs propres enfants. Ce qui veut dire qu'ils ont conscience. C'est ça, donc en fait, c'est l'équivalent du cinéma X, en fait. Exactement. Alors, sauf si on considère qu'esthétiquement, le cinéma X n'a pas de valeur. Ouais. Mais on peut considérer que le rap, devrait être interdit au moins de 18 ans. Exactement. Exactement. Alors là, vous faites un raccourci, un parallèle. J'aurais pas mieux dit. Et la meilleure preuve, c'est que le langage qu'on emploie dans le gangsta rap, dans la rue, dans la carrière-attitude, c'est le même que l'on emploie dans le Balance ta haine. C'est pour ça que c'est un côté un peu cru. C'est le langage qu'on emploie aussi quand on parle des femmes. Pour le dire autrement, quand on parle d'un homme avec lequel on est en conflit, on dit je vais le baiser sa mère, je vais le défoncer. Quand on parle d'une fille, on dit je l'ai baisé, je l'ai défoncé. C'est exactement la même mécanique. C'est l'ultra-violence, l'ultra-domination, l'ultra-fierté. Donc oui, vous avez bien résumé. Est-ce qu'un jeune qui fait partie d'une bande ou qui est dans un milieu comme ça où la violence est quotidienne, un jeune qui découvrirait je fais un scénario de roman ou de film, un jeune qui découvrirait un roman de Paulo Coelho ou de Ludovic Herman sur un banc, là, par hasard, qui se mettrait à lire et qui dirait à ses copains, tu sais, c'est super de lire. Est-ce que dans un premier temps, il ne serait pas ostracisé un peu ? Alors, votre question est plus que judicieuse et elle renvoie à une citation qui veut que l'esprit humain ne comprend le nouveau que quand il a tout tenté pour le ramener à l'ancien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous incarnez la nouveauté, quel que soit le cadre, pas qu'au niveau du jeune, à tous les niveaux, niveau culturel, niveau religieux, quand vous incarnez la nouveauté, on se souvient de Martin Luther quand il a posé les thèses en 1517 lors de la réforme catholique, quand vous incarnez la nouveauté, au début, vous faites face aux résistances. C'est logique. Les habitudes ont peur de se changer d'elles-mêmes. Et c'est là où, effectivement, de deux choses une, ou votre nouveauté que vous incarnez, vous y tenez et vous arrivez à la défendre, et à ce moment-là, avec le temps, vous arrivez à convaincre les autres, ou alors, vous vous exilez, donc c'est la coupure, ou alors, troisième option, vous arrivez, par l'apport qu'elle vous a donné, à influencer les autres. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force de caractère. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, l'environnement pèse lourdement sur la liberté individuelle, sur le libre arbitre, tant et si bien qu'un jeune qui se retrouvera sur un banc ou dans un quai de gare à Grigny-la-Grande-Borne ou à Corbeil, avec un bouquin entre les mains, aura du mal à faire entendre raison à ses amis, même si, attention, parce que je ne suis pas fataliste, en France, la langue française est quand même reconnue au fin fond des banlieues comme un joyau. La meilleure preuve, pour ceux qui en doutent, c'est le fameux documentaire à haute voix qui avait été diffusé sur une chaîne à heure de grande écoute, où on montrait des jeunes issus des quartiers un peu défavorisés participer à un débat d'éloquence. Et qu'a-t-on vu ? Premièrement, l'explosion de l'audimat, à la surprise générale, à tel point que ça a été ensuite projeté au cinéma. Et de deux, les jeunes se sont rués dans des cours d'éloquence qui ont été mis à disposition à la même université. Donc tout ça pour vous dire que le goût de la langue française, et là on en revient au beau du dandysme, c'est que le beau plaît, y compris au fin fond du nid de la haine de banlieue. Le goût de la langue française, les jeunes en raffolent. Le seul problème, c'est qu'entre eux et un livre comme le mien, peut-être pas le mien parce que j'essaie justement de faire la passerelle, mais un livre comme celui d'un Rousseau ou d'un Empateba, c'est le mur de Molière. C'est que quand on n'a que 300 mots de vocabulaire, c'est le langage wesh-wesh. Faut pas l'oublier, 300 mots. Alors qu'il faut 2500 mots, le langage courant pour passer le baccalauréat. Quand on n'a que 300 mots, lire un livre sans image, c'est se mettre des coups de marteau dans la tête. C'est Guantanamo, c'est vraiment une torture. On ne se rend pas compte. C'est une vraie torture.
Et à tel point que on préfère s'en éloigner. Maintenant, c'est le jeune qui arrive à prendre, à faire cet effort-là, encouragé par des proches, par des grands frères, par moi, en me voyant, en m'entendant, celui-ci change de vie. Et en changeant de vie, il peut réussir à convaincre les autres. Donc, pour répondre autrement à votre question, ça passera en termes d'influence par des voix émanant entre guillemets d'en haut. C'est-à-dire un jeune, ces mêmes jeunes-là, qui regarde sur YouTube ou sur un plateau de télévision, un promoteur, vous m'avez appelé tout à l'heure un parrain du verbe, un Don Corleone de la langue, faire la promotion du verbe martelé par une campagne publicitaire, mettons, j'imagine, soyons fous, campagne publicitaire vantant les vertus du livre, le livre des livres par exemple, à ce moment-là, ça aura un impact. C'est-à-dire de sorte que s'il se fait interpeller par ses amis dans la rue, il pourra dégainer son téléphone et dire non, regarde, écoute ça, tu verras, dis-moi ce que tu en penses, regarde, le verbe, c'est ça, ça m'apporte telle chose. Moi, j'ai pas envie de finir au fin fond du ghetto, j'ai pas envie de finir en garde à vue, j'ai pas envie juste d'aller au bois de Boulogne pour rencontrer des demoiselles tarifées. Non, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de fonder une famille, éduquer mes enfants, j'ai envie de pouvoir entretenir des longues conversations avec ma femme, j'ai envie d'avoir un travail avec des collègues où je peux parler de tout et de rien alors qu'ils viennent de Franche-Comté, de la Creuse. J'ai envie tout simplement de m'inscrire dans un vivre ensemble pacifié et, parce que quand même c'est aussi ce que nous offre la France, rempli de richesses, parce que ça reste l'un des pays qui regorge de livres et par conséquent qui regorge de sources de bonheur. Alors justement, Ludovic, c'est le passage obligé pour tous les invités du podcast qui s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et moi, je vous pose la question, Ludovic, les gens qui lisent sont-ils plus heureux ? Pas mécaniquement, on ne va pas se mentir, on a en tête les spleens de Verlaine, on a en tête la maladie du philosophe de David Hume, parce que plus on lit aussi, plus on se sent animé ou rempli d'un savoir, et on se veut être utile justement aux problèmes du monde, et que par moments, on se heurte à notre impuissance. C'est pas automatique. Maintenant, plus on lit, plus on peut, effectivement, on peut se rapprocher d'une forme de sagesse. Alors, est-ce que la sagesse et le bonheur sont les deux faces d'une même pièce ? C'est toute la question. En somme, qui a tout, mais qui n'a pas la connaissance, n'a rien. Qui a rien, mais a la connaissance, a tout. Et cette phrase puisée du Talmud, à laquelle moi je suis accroché, je me la tatoue en long, en large, en travers, pour moi, mon sens répond du mieux possible à votre question et permet à tout un chacun de on va dire, focaliser son attention. Surtout, j'insiste, quand on est dans un pays qui offre autant de possibilités de lecture que la France. Moi, mon but, c'est de sensibiliser un maximum de jeunes et de moins jeunes à la lecture ici, mais également, évidemment, sur le continent africain, qui fait également battre mon cœur. Donc, la lecture, c'est la porte vers le bonheur. C'est pas un accès direct, mais ça y mène. C'est l'autoroute qui y mène, sans le moindre doute. Écoutez, Ludovic, merci beaucoup pour ce petit moment autour de votre nouveau livre, Ballantstein, qui sort chez l'Antilope, et puis autour de la lecture que vous défendez si bien. Je vous dis merci, et puis à bientôt. Merci à vous, à très bientôt, je l'espère. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager, et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.